marche, et sur la tablette, je vais voir si ça marche après. On va faire ça comme ça. Bon courage pour le début. Bon, alors on va lancer Zoom sur cette tablette. Hop là, mon petit Zoom. Alors, comment je fais pour que je récupère tous les idées de la réunion? Ah ben en fait, je vais faire pareil, je vais me voir par là en fait. Je vais ouvrir par je vais passer par hop, non, par Zoom, zoom.fr. Ok, ça va marcher mieux comme ça. Allez, casse-toi. Il est au deuxième, ouais. Moi, je suis ce matin. Je veux que tu la regardes, ta tablette, c'est génial ça. C'est oui, hein. Il est au deuxième étage tout au fond. Je t'ai toujours pas dit. Bah, c'était pas un temps. Ah, mais en même temps, il s'est fait la clavicule. Ah, ouais, ah, c'est vrai. C'est bon, la cheville. Sport de dangereux. T'as rentré dedans. T'as marché sur un TV. L'important avec l'impact avec le sol, c'est qu'il faut qu'il soit dans le bon sens. Ah, Si possible sur la pente du pied. Moi, c'était pas le cas aussi. J'avais rompu. C'était la syndesmose. Bon, mais je peux marcher par là, non? Ben voilà. d'accord. Bon. Qui entend quoi là? Nous, c'est bon. Et qui. J'ai un écoute de fou là. Et voilà, donc j'ai tout le monde là. Alors, où je sais que je partage les écrans là. C'est vrai. Alors, moi, en fait, moi je suis là, d'accord, c'est ça. Je crois que je suis en guest. Guest, c'est moi. Admettre tout. Ah ben voilà. Impeccable. Alors, si maintenant, moi, je lance mon truc, là, hop. Non, mais c'est parce que là, on a merdé un truc. Allez, tout de suite. Non, mais c'est parce que vous êtes mauvaise langue, là. Je crois que vous êtes mauvaise langue. Ouais, je pense que... Non, mais en fait, ouais, non, mais en plus, si tu veux, c'est le... C'est sûrement pas sensation. Ah, je la vois, elle est là. Ah oui. Non, c'est pas du tout ce qu'elle est là. Ouais, non, mais normalement, il y a une... Il y a une manivelle quelque part. C'est moi qui ai vu quelque chose. Je sais pas, mais... Je pense que si tu continues un peu, tu vas bien. Après, c'est les trucs écolos qui sont tout seuls, c'est ça? Ça, c'est bien fait. Bon, pour éviter qu'on aille plus loin dans la bêtise et qu'on tombe en panne, tiens, loin, tu peux me brancher quelque part. Si en plus on tombe en panne, on aura l'air vraiment con. Bon, allez, on va essayer de commencer ce truc-là. Alors, on partage qui, là? Nous. Si je partage ça, c'est bon. Bon, ça, c'est moi. Qui c'est qu'il faut que je partage, là? Ah, faut que je donne un partage d'écran. Non, il faut que je donne un partage d'écran autorisé à tout le monde, c'est ça. Et alors, comment je fais ça, moi, dans le partage d'écran? Ouais, je fais un double truc. Ouais. Par contre, je ne sais plus comment on fait une autorisation de Zoom pour tout le monde.
Comment que je fais, moi? Participer, possible, le partage d'écran. Ok, c'est bon. Donc, normalement, quand on en est là, normalement, je dois pouvoir partager mon écran. Ok, donc ça doit marcher. Hop, et je dois pouvoir partager mon écran. Hop, hop, hop. Tac, hop. Lancer la diffusion. Poum. Voilà, et normalement, là-dessus, vous devriez voir rien du tout. Là, je ne suis pas branché au bon endroit, donc forcément, ça risque pas de marcher. Ah ben oui, forcément, vous ne pouvez pas le voir parce que je suis branché là. Mais on devrait voir. Bon. Vous avez quoi là en ligne? Ça t'oblige à aller faire, d'aller voir les autres pour savoir, bon, qu'est-ce que vous avez vu Super. Ah, t'as pas encore le choix. Pourquoi j'ai un écran tout bizarre comme ça, moi? Bon, normalement, je suis en partage d'écran. Et là, normalement, 2 personnes sont dans la salle d'attente. Ok, là, je peux les faire rentrer, mais là, normalement, vous devrez... Diffusion de l'écran. Ok, alors attends. Comment on fait un partage d'écran déjà? C'est moi qui partage ou c'est eux qui partagent? Moi, je partage. Depuis ta tablette, du coup, que tu partages. C'est moi qui partage depuis ma tablette. Ouais. D'accord. Tu vas sur ton Zoom Ouais. et tu fais partager ton écran, tu dois avoir une petite flèche. J'ai une petite flèche et je fais un partage d'écran, c'est tout. C'est ça. D'accord, ok. Donc, je vais faire ça et ça doit marcher. Enfin, si vous ne voyez pas le truc, c'est un peu chiant quand même. Donc tu dis que c'est moi qui fais le partage d'écran depuis chez moi. Là. Voilà. Et tu lances la diffusion. Voilà. Là, c'est bon. Sauf qu'à l'écran, vous ne voyez rien. Ouais, mais branche-lui. On verra. Branche-lui. Si branche-lui, on verra aussi ton écran là. C'est pas con. Normalement. C'est peut-être un F5 pour mettre en plein écran et. Non, non, maman, il se fait ça tout seul. Hop. Ah bah oui, ça a l'air prometteur, Pana. Ça, c'est vrai, Pana. Bon. Ça a l'air prometteur. Ah ben là, vous me voyez du coup. Ça y est, vous me voyez ou pas? Il y a un peu d'écho par contre, c'est un peu emmerdant. On va peut-être couper le son du Mac. Ouais, on va couper le son du Mac. Ouais, j'ai coupé le son du Mac. Alors c'est lui du coup qui m'emmerde maintenant. C'est le micro. Il y a un des micros qu'il faut. Il y a un micro qu'il faut muter. Bon, alors, Pana, tu es toujours en ligne, tu m'entends? Par contre, j'ai plus de vidéo là. Magie. Ouais. Encore les. Attends. Encore le coup. Ça a changé de ton écran, c'est pas bon signe. Oui, mais ça changeait depuis tout à l'heure en fait. Ah merde, j'ai pas fait gaffe. Ok, alors. Tu Ça a changé d'écran, mais alors par contre, je peux te mettre sur le recopie vidéo. Mais je pense que c'est moi qu'il faut. Ah, voilà. Voilà, c'est Ah, là, bon, on un voit truc. quelque chose. Là, il se passe des trucs. On ne peut pas dupliquer l'écran. C'est justement ce que je vais faire. Justement ce que je vais faire. Bureau d'écran, je vais dire, c'est par là où c'est peut-être moi qui ai le truc. Ouais, c'est peut-être moi C'est qui... là, cette carte en bas. Ouais, ça c'est pour les moniteurs, voilà.
intégrer résolution. L'échelle, c'est là qu'on a un truc standard, c'est pas ça. Assembler les fenêtres. Ça doit être dans disposition. Ouais, disposition. Et là. d'accord, je vois pas. Hop, disposition, voilà. Recopier les vidéos. Ouais. Recopier, c'est où ça? C'est tout Ah, en bas. La recopie vidéo. Ah, ouais, c'est bon. Ah, c'est bon. Et maintenant, pour résolution, Sauf que moi, il m'a recopié 2 fois le mauvais. Hop! Putain, c'est beau la science. On a mis une heure à le faire. Bon, alors finalement, j'ai qui en ligne? Pana, donc tu peux me dire si ça marche chez toi? Il faut couper un micro quelque Le part. micro de la tablette. Le micro de la tablette. tu vas sur Zoom. C'est dans Zoom que je coupe le micro de la tablette? Alors je coupe où, moi? Et sur Zoom, ouais. Par contre, c'est une tablette, donc je peux aussi le coupe dans Zoom. En bas. Non. Ah oui, dans Zoom, pardon, excuse-moi. Mais le micro stand, là, il est connecté quoi au PC? Au PC, là. C'est bon. Mais le Zoom, il n'est pas sur le PC. Il y en a un sur chaque. En fait. Il y en a là. Toujours plus de Zoom. Ok, c'est comme ça, on était avec vous, c'est ça. Bon, alors, donc je coupe le micro où, moi? Il faut que je coupe sur celui-là. Ouais, sur Zoom. Sur celui-là, donc il faut que je coupe son. Voilà. Hop là. Voilà. Là, j'ai plus d'écho. Si, mais en fait, c'est pas le micro. Tu peux pas aller sur Zoom sur ta tablette? Mais là, il n'y a plus d'écho, là. Si. Vous Il y entendez a pas encore là? de l'écho, mais Il y aura toujours de l'écho, mais comme t'entends dans la tablette. Genre quand on parle, on n'est pas censé s'entendre. Bon, vous avez beaucoup d'écho, là, Pana, ou pas? Comme si on était avec vous. Bon. Ça va. Bon, allez, on va le faire comme ça, alors. Bon, allez, on se le tente comme ça. Bon, alors, bon, ben écoutez, excusez-moi, ça a duré quand même vachement longtemps, cette histoire, et maintenant, j'ai plus de crayon. Laurent, tu peux juste couper le son sur la tablette? Ouais. Ou sur le Je parce peux que couper le on son. t'entend deux fois. Je peux couper le son. Je peux même couper le son. Donc, on va cogner, on va couper. Le son est déjà enlevé. Ouais, on peut le son. Ah, tu dois admettre les gens aussi. C'est mon chef qui Je dois admettre les gens. est impatient de. J'aimerais bien en fait. Je dois admettre les gens. Oui. Ah, il est écrit en haut. Voilà. On me dit qu'il y en a d'autres qui viennent. Donc, pourquoi on va procurer ce problème de filtrage en cryogénie? Ça est trop gros mon truc là. Faut que je le diminue de taille. Oui, donc pourquoi on va s'attaquer au problème de filtrage? Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'à température ambiante, la longueur électron-phonon, en fait, elle est ridiculement petite. D'accord. Laurent, Hum. écris-nous, on voit c'est écrit derrière la. Pana qui Anna, tu gênes. Tu peux pas la fermer sinon ou la Tu comprends? Parfait. La longueur électron-phonon est très petite. Donc très petite, ça peut être de l'ordre du nanomètre ou moins. D'accord? Donc ça veut dire que les électrons, ils sont toujours thermalisés au réseau. Et accessoirement d'ailleurs, ça veut dire que la mobilité est donnée par la longueur électron-phonon. Alors ça intervient par exemple dans les gaz 2D que Luan va utiliser. Les bons gaz et les mauvais gaz, si on peut dire comme ça, mais bref. Les bons gaz et les mauvais gaz, à température ambiante, de toute façon, ils ont la même mobilité, parce que de toute façon, c'est donné à peu près, c'est donné par la longueur électron-phonon.
Donc, tant qu'on est limité par cette longueur-là, ils vont avoir la même mobilité. Ils vont avoir une mobilité différente quand on va laisser en dessous de 1K. On sera limité à ce moment-là par la longueur électron-électron. Mais tant qu'on est dans la limite électron-phonon, ils ont tous la même mobilité, donc la mesure à l'ambiance ne veut pas dire grand-chose. Alors, à basse température, ça devient faux. Alors, sauf dans les parties très désordonnées. Alors, les parties très désordonnées, essentiellement, ça veut dire plein de choses, hein, mais pour beaucoup de gens, ça veut dire essentiellement les contacts. Donc, les contacts, c'est quoi? Ça se fait, il y a mille façons de faire un contact, hein, mais en général, un contact, c'est un métal qu'on va chauffer et qu'on va évaporer sur un autre métal, hein, qui nous intéresse, ou qu'on va faire diffuser dans un semi-conducteur. Donc, c'est en général des parties qui sont extrêmement désordonnées. Donc, l'électron, il va diffuser, hein, sur ces contacts, sur ces impuretés, et il va faire beaucoup de chemins, beaucoup de boucles très petites, et il va finir par relaxer sur un phonon sans avoir parcouru beaucoup de distance. Donc, effectivement, il va relaxer dans le contact. En général, il ne va jamais ressortir du contact. Donc, c'est pour ça que les contacts, on a une bonne thermalisation dans les contacts. Alors, c'est plus ou moins vrai quand même. Par exemple, dans les gaz 2D, c'est toujours pareil. Des fois, on a des problèmes pour thermaliser, même avec des gros contacts. Par contre, dans les contacts sur des gros thermomètres, etc., ça ne pose pas trop de problèmes. Alors, il faut voir quand même une chose, c'est que ce qu'on appelle un froid, même des échantillons assez gros, ils peuvent poser problème. C'est-à-dire que quand on est très très froid, ça finit quand même des trucs gros, ils peuvent finir par être petits, je dirais. Donc, il faut faire un petit peu attention à ça. Alors, pour vous donner un exemple, alors je ne les ai pas en tête, dans vos thermomètres, je pense que vous avez fait le calcul, mais dans de l'ASGA très très pur, la longueur électron-phonon, ça peut atteindre du millimètre à basse température. Du millimètre, sachant qu'on est dans des échantillons qui font des micromètres, donc ça fait beaucoup. Alors, l'environnement des électrons, c'est quoi? L'environnement des électrons, c'est, vous avez un bain de phonons, il y a un bain de photons, alors il y a un autre truc que je ne sais pas si je dois le dire, c'est ce qu'on appelle les systèmes à deux niveaux. Donc ça, c'est un truc qu'on traque un peu avec Boris. Alors ça fait partie de l'environnement sans en faire partie parce que c'est des trucs un peu extrinsèques. Enfin bon, c'est des choses qui sont toujours là et on pourra réfléchir au fait est-ce que ça fait partie de l'environnement ou pas. Alors en fait, le jeu qui est relativement simple, c'est que si vous avez le couplage électron-phonon, il est bien supérieur au couplage électron-photon. Ça fait aucun doute. Le problème, c'est quand vous allez à basse température, vous avez de moins en moins de phonons, alors que vous avez toujours autant de photons. Ce qui fait qu'à la fin, vous êtes moins couplé aux phonons, mais il y a tellement plus de photons que finalement, c'est les photons qui gagnent. D'accord ? Donc l'idée simple, c'est de se dire que j'ai beau être couplé beaucoup mieux aux phonons, s'il y en a moins, à la fin, c'est les photons qui gagnent. Et donc à basse température, à un moment, j'ai un croisement et je finis par être thermalisé aux photons et pas aux phonons. Donc en gros, quand on a compris ça, on a compris tout le problème. Alors, on a aussi un problème, c'est que les photons, d'où ils viennent des phonons, ils viennent des parois et ils viennent aussi des coax. Alors, on va voir ça en détail. Alors, deux conséquences de ces trucs-là. Alors, la première conséquence, qui est très importante, c'est qu'on peut avoir un taux des électrons qui est très supérieur à T0. Ça, c'est un premier truc qui est important. Et c'est le premier truc auquel on pense. Donc, effectivement, c'est important. Ça, c'est la première truc auquel on pense. Mais le deuxième truc auquel on ne pense pas tout le temps, c'est le couplage des TLS. Alors, ces fameux TLS, dont personne ne sait ce que c'est, mais tout le monde a une idée,
Le couplage des TLS en photons, ben, C'est le bel système. voilà, des systèmes à deux niveaux, ils sont couplés aux photons, et ça, le couplage aux photons, c'est ça qui va donner une augmentation du bruit en 1 sur F. Alors ça, c'est très emmerdant, parce que, alors, pourquoi les systèmes de niveau donnent du bruit à 1 sur F? Bon, ça, je pourrais vous le montrer un jour, c'est pas très compliqué à montrer. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ces TLS, ils sont activés par le rayonnement, parce que vous avez essentiellement des TLS à tous les niveaux, à toutes les énergies. Normalement, vous avez une énergie blanche pour ces TLS. Et quand vous les activez avec des radiofréquences, ce qui se passe, c'est que vous avez un bruit vous avez un bruit en 1 sur F qui est activé par ce truc-là, et un bruit en 1 sur F, ça vous fait du bruit sur votre manip. D'accord. Donc ce truc-là, normalement, quand vous refroidissez, le bruit en 1 sur F doit diminuer avec la température, et souvent quand il ne diminue pas, c'est qu'en fait vous êtes en train de coupler vos TLS à votre irradiation. Donc vous avez d'abord un effet direct qui est celui-là, et ça tout le monde y pense. Par contre, le truc auquel les gens ne pensent pas, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes en train aussi d'activer vos systèmes de niveau dans votre système. Donc, de combien il faut atténuer ces trucs? Alors, j'ai un petit problème. Voilà, je vais mettre des A et des B, non, je ne sais pas. J'ai jamais été capable de faire des plombs dans mes cours. Ça va, franchement, ça va. On a vu pire. On a vu pire. Bon, alors, allons-y. Donc, voilà, un truc plus atténué. Maintenant, on va mettre des chiffres un peu. Mettre les chiffres sur l'atténuation, et ça, c'est ce qu'il faut faire parce que vous allez voir qu'on prend un peu peur quand on fait ça. Donc, on va prendre, alors, le problème de base, je vais vous l'expliquer. Voilà, faire un petit schéma. J'ai ma boîte expérimentale, et puis j'ai mon petit échantillon. Il est là. Là, sur son socle, il est posé là-dessus. Voilà. Puis voilà, cette boîte, elle est là. Alors, en général, la boîte, elle est, mettons, à T0. T0, ça peut être 20 millicas. Donc, elle est contente. Donc, si vous voulez refroidir un échantillon à 20 millicas, il faut que tout l'environnement doit être 100 millicas. Ok. Alors, en général, le truc, lui, le porte-échantillon, il est à 20 millicas. Donc, le phonon, l'échantillon lui-même, est refroidi à 20 millicas. Alors, en fait, c'est pas tout à fait vrai parce que, comme on l'a vu dans les manips avec Olivier, en fait, la colle, ça conduit très, très mal. Donc, en fait, l'échantillon, il est plutôt refroidi par les fils de mesure, en général. Quand on le connecte pour faire du transport, en général, c'est ça qui refroidit l'échantillon. C'est pas la colle, c'est tellement isolant que c'est les fils de mesure qui sont en or ou en alu qui refroidissent l'échantillon. C'est pas tellement le truc. Alors, les parois, elles, c'est un corps noir. Donc, ça se passe bien. Par contre, le problème, c'est ça. Parce que vous avez des fils ici, d'accord, des coax. Parce que c'est mal écrit. Et ça, ces coax, ils vont vous cracher à fond d'ARF, qui sont, entre guillemets, chaudes, parce qu'ils arrivent directement de 300K. Enfin, pas directement, mais ils arrivent de 300K ou de 1K, ça dépend où vous les êtes thermalisés. Vous savez que vous avez mis votre truc. Donc là, on va partir un petit peu de la pire des situations où on a une partie des coax à 300K. Donc voilà, donc ça c'est le jeu, si vous voulez. Donc en gros, vous avez ici le monde extérieur qui est à 300K. Vous avez ici le monde de mon échantillon qui est à 20 millicars. Et ce que vous voulez, c'est que tous les échantillons qui arrivent ici, ils soient à 20 millicars. Alors, pas vraiment à 20 millicars, parce qu'en fait, ce que vous voulez, et c'est ça qui est plus compliqué, c'est que
vous voulez ramener la distribution, en fait. Idéalement, ce que vous voudriez, c'est ramener la distribution des photons qui rentrent à une distribution de corps noir de 20 millicards. C'est ça que vous voudriez, ultimement. Alors, on va être un peu moins strict que ça, mais quand même, on a cette idée en tête que comme on se base sur une distribution de corps noir, plus on va monter en fréquence, plus il va falloir couper. Donc, ce n'est pas complètement évident, ça ne s'agit pas seulement de couper à une fréquence. C'est pas simplement un problème de filtre passe-bas ou filtre basse-haut. Donc, ce qu'on va prendre pour simuler ça, donc, on va prendre pour simuler ça, on va prendre simplement, on va prendre une résistance R qui va simplement simuler ma ligne coaxiale. Hein. Et puis la résistance R, connectée à l'échantillon. Par des fils parfaits. Bon, alors cette résistance, elle va émettre du bruit de Johnson, hein, comme toutes les résistances. Bon, je peux zapper. Hop. Donc le bruit de Johnson qu'elle va émettre, alors c'est SV en fonction de oméga sur R, qui est égal à 4 H bar oméga sur exponentielle de... Il y a un moins devant, non, il n'y a pas un moins devant, H bar oméga sur KT, hop, moins 1. D'accord? Alors, ça, c'est la même formule que ce que vous laissez pour 4KTR, simplement, quand vous avez la formule totale, si vous avez un cutoff à H bar oméga, enfin à KT, pardon, H bar oméga égale KT, puisque vous savez que le bruit de Johnson, en fait, il vient de l'équipartition de l'énergie sur les différents modes, et donc vous avez forcément un cutoff, vous ne pouvez pas injecter d'énergie dans vos modes au-delà de KT. Donc, en fait, vous avez H bar oméga sur KT qui coupe ici. Mais si vous faites H bar oméga très petit dans KT, vous développez ça, ça vous fait H bar oméga sur KT et vous retrouvez bien 4 KTR, tout simplement. D'accord? Donc, ça, c'est bien la formule du bruit de Johnson. C'est bien la même. Donc, par exemple, à 300K, pour idée, c'est blanc jusqu'à 6 THz. Ah oui, l'ordre de grandeur, que je vous dis, 1 Kelvin, c'est 20 GHz. Donc, il faut garder cet ordre de grandeur en tête, parce que vous voyez que dès qu'on fait des choses qui interviennent des températures, ça les convertit en radiofréquences, ça fait tout de suite des fréquences très élevées. C'est 6 THz. Donc, ça, c'est juste pour dire que si on veut couper le 300K, il faut déjà monter haut en fréquence. Bon. Donc, on arrive à un truc très simple. Hein. C'est que si on veut atténuer la température, d'accord? Donc, pour amener la température des photons, à T0, il faut une atténuation. C'est facile à calculer. On a une atténuation en fonction de oméga. Si on simplement exponentielle de H bar oméga sur KT. Alors c'est KT échantillon ici. Hein. Je vais vous l'écrire mieux. KT. Voilà. Tout l'écrire mieux, ce sera mieux. Sur KT échantillon moins 1 sur exponentielle de H bar oméga KT0 moins 1.
Okay, donc ça, c'est la température de l'échantillon, et T0, c'est la température d'où part notre système. Okay, donc ça, c'est la première chose qu'on peut retenir, et puis ça limite la plus importante, parce que c'est la formule générale qui va nous donner l'atténuation qu'on veut en fonction de la fréquence. Donc à la limite, il n'y a que ça à retenir au niveau de l'atténuation qu'on veut. Oui, ce qui nous embête, en fait, c'est que quand on a la distribution de Bose, ici, on a des exponentielles. Donc, en fait, c'est elle qui nous emmerde. Quand on monte en fréquence, l'atténuation, elle s'envole gaiement. D'accord? Donc, l'exponentielle de h bar oméga, ça va vite. Alors, on a deux cas limites. C'est qu'à basse fréquence, ça se passe pas trop mal. D'accord? Donc, pour la partie basse fréquence, pour h bar oméga très petit devant T0 et puis T échantillon. Alors ça va pas péter loin, parce que quand vous êtes à 1 Kelvin égale 2 gigas, donc ça veut dire 1 Kelvin égale 20 gigas, ça veut dire 2 gigas égale 100 millicars, donc vous êtes à 200 mégas pour 10 millicars. Donc, ça veut dire que vous gîterez au-delà du mégahertz, si vous voulez, typiquement. Mais à ce moment-là, la formule se simplifie très bien, puisque vous voyez, vous pouvez développer ça, h bar oméga sur T échantillon, et vous trouvez T0 sur T échantillon. D'accord, ça, c'est assez trivial. Vous trouvez que l'atténuation est une constante qui ne dépend plus de la fréquence, et vous trouvez T0 sur T échantillon. OK. Donc, finalement, à basse température, c'est la partie la plus facile. À la basse fréquence, pardon, c'est la partie la plus facile. Donc, quand vous êtes, en fait, ce qui est assez logique, parce que quand vous êtes à basse fréquence, vous êtes dans les queues de votre distribution. D'accord? Donc, dans les queues de distribution, finalement, les courbes se rejoignent assez bien. Si vous regardez les distributions de machin, là, qui font la bosse comme ça, quand vous êtes dans la partie basse fréquence, c'est pas là qu'il y a le plus grand écart. Le grand écart, il va se retrouver à haute fréquence. D'accord? Basse fréquence, les courbes, elles sont presque les mêmes, donc vous pouvez les faire coller assez facilement. Donc là, il n'y a pas trop de soucis. Alors, si vous mettez des chiffres, pour t égale 0, donc vous allez voir, c'est pas très violent. Hein. Pour t0 égale 300K, et t échantillon égale 20 millik, vous trouvez une atténuation qui vaut 1,5 10 puissance 4. Donc ça, c'est tout à fait raisonnable. D'accord, là, il n'y a pas d'exploit à faire de l'atténuation comme ça. Bien, donc ça, c'est la partie facile du problème. Alors après, on va attaquer la partie un peu plus difficile, parce que c'est en général, là, dans cette situation-là qu'on va se trouver. C'est la partie où vous avez oméga, qui est très grande devant T0. Par contre, on va regarder les choses qui sont plus petites. Pardon. Oui, très grande montée échantillon. Vous avez T échantillon qui est très petit devant oméga, et puis qui reste petit devant T0. On ne va pas regarder les fréquences absolument énormes. Et à ce moment-là, vous obtenez de façon évidente, là vous êtes obligé de développer qu'un seul des termes, et vous trouvez que ça vaut à peu près 4T0 sur h bar oméga fois exponentielle de h bar oméga sur kt échantillon. OK. Alors le 1, je l'ai enlevé parce que on m'a dit que c'est petit. Mais devant l'exponentielle, ça ne va pas être bien grand de toute façon. Je vais le marquer quand même pour que vous n'ayez pas des frayeurs. Marqué, on néglige là.
Bon, voilà, alors ça, c'est le cas le plus général, hein, parce que, bon. Voilà, et ce qu'on découvre, évidemment, c'est que ce qui nous embête, c'est lui, hein, c'est ces exponentielles-là actuellement. Bon. Alors, quoi, voilà. Donc, bon, on va reprendre la même chose, hein. On va reprendre la même chose. Donc, si on prend... alors, j'ai pris quoi comme chiffre? Ah oui, j'ai repris. On va prendre les chiffres. Donc, je prends pardon. Je reprends T échantillon égale 20 millK, c'est-à-dire 500 mégahertz, pardon. Je prends T0 égale 1 Kelvin. Donc, en gros, de combien il faut que j'obtienne le rayonnement à 1 Kelvin pour le ramener à la même amplitude que si c'était un corps noir à 20 millK? Et bien, je retrouve une atténuation qui vaut 1,5. Et cette fois-ci, j'ai 10 puissance 24. Donc, ça commence à faire un tantinet beaucoup. D'accord? Et là, je suis sur le rayonnement à 1 K. Et après, ça explose parce que... Voilà. Vous avez donné ce chiffre pour 300K, pas 1K, mais... Du 304, tu crois? Il faudrait faire le calcul, je ne suis pas sûr du tout. Hein. C'est possible, il faut faire le calcul. En tout cas, la dernière course. Ah bon? Pour faire le calcul, je suis un peu étonné. On va faire le calcul. Calculage de oméga sur K pour, avec oméga égale 1 Kelvin, ça fait 20 giga. On fait le calcul vite fait comme ça. Donc voilà, donc ce qu'il faut retenir en fait de ces chiffres-là, c'est que dès qu'on est dans des régimes où on est un peu plus haut, enfin un peu plus haut que la température d'échantillon, si on veut en gros ramener la distribution des photons qui arrivent par le câble à la distribution de corps noirs à la température de l'échantillon, eh bien, du fait que justement ça a une forme de corps noir, c'est pas un truc simplement blanc, c'est pas un truc blanc en température, la distribution la distribution de Fermi-Dirac, enfin, de Bose-Einstein en l'occurrence, et ça veut dire que l'atténuation ne va pas être, va dépendre fortement de la fréquence. Et en particulier, ce qu'on voit, c'est que dès qu'on dépasse la température d'échantillon, qu'on va un petit peu plus loin, eh bien tout de suite, on fait apparaître une exponentielle. Et ça, c'est assez emmerdant parce que ça veut dire qu'on va avoir des filtres idéalement qui dépendent de la fréquence. Et ça, c'est pas facile à trouver parce qu'en général, les filtres, ils vont vous donner une fréquence de coupure qui est à telle fréquence, mais ils vont rarement vous donner un filtre qui va dépendre de la fréquence comme ça. Sans compter qu'à des fréquences relativement élevées, c'est pas facile à trouver. Donc c'est pour ça que je voulais dans un deuxième temps vous présenter alors, des systèmes de filtrage, mais qui ne sont pas du tout à la page, je dirais. Il y a d'autres systèmes qui existent. Et bon, Benjamin nous a envoyé quelques références à travailler. Simplement, je voulais vous montrer l'idée qu'il y avait derrière et pourquoi ces systèmes marchaient relativement bien, modulo le fait qu'il y en a d'autres qui existent. Donc je passais juste rapidement là-dessus. Donc sur les systèmes de filtrage. Alors, traditionnellement, ce qui se faisait beaucoup, c'était les filtres discrets. Alors, ces filtres-là, c'est très bien parce que c'est très pratique à mettre en œuvre. Alors, le problème, c'est qu'il y a souvent des éléments parasites. Alors ça, encore une fois, je ne connais pas les meilleurs qui existent maintenant sur le marché, qui font qu'en général, l'atténuation chute à haute fréquence. Et puis, encore une fois, on n'a pas la dépendance de l'atténuation en fonction de la fréquence, telle que vous la voudrez. Par contre, ils ont un avantage, c'est qu'ils sont très efficaces
je dirais dans la gamme du mégahertz. Et ça, c'est quelque chose qui va nous intéresser beaucoup dans la suite. Et puis, il y a un autre truc, le deuxième système qu'on va regarder. Donc ça, c'est le système le plus commercial. Et puis, le deuxième truc qu'on voulait regarder, c'était les lignes à perte. Donc ça, c'est un vieux système qui avait été depuis longtemps. Hein. Je crois qu'il n'y a personne dans la salle d'attente. Là. Donc c'est un très vieux système qui existe depuis longtemps. Enfin, les lignes à perte, hein, c'est pas utilisé comme... Donc essentiellement, une ligne à perte, c'est ça. Hein. Donc, dans le modèle le plus général, vous avez ici une résistance R. Vous avez ici une inductance L. Puis vous avez ici une capacité C. Et puis ici, vous avez une inductance à nouveau G. Et puis vous regardez V' ici. Vous regardez l'évolution de la tension, hein, si vous voulez, regardez V ici. Et puis V ici. Donc vous allez faire un calcul infinitésimal. D'accord. Vous définissez Z est égal à R plus JL oméga. Bon, ça c'est normal. Et Y égale G plus JC oméga. Bon, dimensionnellement, c'est pas la même chose. Hein. Z, c'est une impédance, Y, c'est sur l'impédance. Alors, ça, c'est assez facile à montrer. Hein. Vous montrer que dV sur dz, d2v sur dz2, pardon, c'est égal à gamma carré v avec gamma égale zy. Alors, pour arriver à ce résultat, c'est un z. Donc, pour arriver à ce résultat, en fait, vous regardez d'abord une dérivée sur z. Vous l'écrivez de deux façons différentes, puis après, vous remboîtez les deux équations, ça vous donne la dérivée seconde assez facilement. Donc ça, c'est un nom, ce qu'on appelle l'équation du télégraphiste. J'aime bien le nom. Vous avez dû voir ça. Alors, ce qui est beaucoup moins marrant, parce que je l'ai fait, c'est vraiment pas marrant, c'est En fait, ce qui est beaucoup moins marrant, c'est de trouver exactement qu'est-ce qu'est l'atténuation là-dessus, dans toute généralité. Alors, l'atténuation, dans l'équation du télégraphiste, c'est alpha qui est égal à la partie imaginaire de gamma. Et donc, en fait, c'est R sur 2 L sur C. Bon, L sur C, c'est l'impédance caractéristique. Je vais essayer d'écrire plus gros quand même. Plus C sur 2, 1 L sur C. Bon, ça, c'est pas trivial, par contre, à trouver, c'est un peu bourrin. Et puis, dans le cas qui nous intéresse, c'est-à-dire dans le cas où RC est très grand devant RL, non, GL, pardon, c'est pas dimensionnellement, c'était pas juste. Ah, c'est L sur G, ouais. L sur C, pardon. Ouais, c'est pour que ça soit dimensionnellement, il faut que ça soit un temps de deux cas. Là, vous avez une résistance, là, c'est un sur la résistance. Donc, ça s'emboîte bien, il faut que tu mettes une L sur C.
Et puis, en posant que Z égale racine de L sur C, on obtient une atténuation que gamma, non, j'ai alpha, l'atténuation, excusez-moi, alpha est égal à R sur 2Z. Bon, ZC, on l'appelle ZC, l'ambiance caractéristique. ZC sera plus joli. Sur 2ZC. Voilà. Voilà ce que nous dit l'impédance du télégraphiste. L'ittération du télégraphiste. Donc voilà, donc maintenant, on peut mettre des chiffres là-dessus à nouveau, puisque c'est ce qu'on cherchait. Alors, en fait, on n'est pas vraiment sauvé, parce que si on veut une atténuation pour une atténuation, on avait dit quoi tout à l'heure, de 10 puissance 24. Ça nous fait un R de 5500. Alors pour ZC égale 50 ohms, hein, parce que c'est les fils caractéristiques qu'on a en RH, c'est 50 ohms. Bon, alors évidemment, ça, c'est pas très raisonnable. Surtout que R va croître exponentiellement, ça c'est que pour le 1K. Donc si, comme R va croître exponentiellement, c'est pas très raisonnable d'utiliser des câbles de ce type-là. Alors, ce qui va nous sauver, c'est qu'il ne faut pas oublier que la résistance R augmente avec la fréquence. Grâce à l'effet de Pau. Donc ça, je ne vais pas refaire le calcul de l'effet de Pau. Alors essentiellement, l'effet de Pau, il vous dit quoi? Il vous dit qu'à haute fréquence, en fait, le courant... Ah merde, il y a un sous-nom de Julia tout à l'heure, si vous voulez la voir. Julia qui vient juste après. Donc l'effet de Pau, ça vous dit quoi? Ça vous dit quand vous avez un conducteur... Je vais faire un beau cercle. Je vais faire un beau cercle. Regardez-moi ça. C'est beau mon cercle. Classe. On va faire un deuxième. D'ailleurs, je vais un deuxième cercle. Donc, il vous dit quoi, ce machin, ce théorème-là? Pourquoi il va me faire un deuxième cercle? Ouais. Mais si j'en fais un, mais en blanc, quoi. Ah, il faudrait qu'il me fasse une autre couleur. Oui. Voilà. Bon. Bon, donc ce qu'il me dit, ce théorème de l'effet de Pau, enfin cet effet de Pau, il me dit qu'à haute fréquence, en fait, le courant, il voyage que dans une peau extérieure qui a une épaisseur delta. Donc à haute fréquence, ça se réfugie dans une épaisseur delta. Et que ce delta, bon là on va vraiment prendre les choses comme elles sont marquées dans les livres. Hein. Ce delta, il vaut alors 2 sur sigma oméga mu. Donc sigma c'est la conductivité, oméga c'est oméga. Et mu, c'est la perméabilité magnétique. Alors, je vous avoue que je ne suis pas allé réviser suffisamment pour vous dire pourquoi c'est comme ça.
toute façon, c'est pas très important parce que ça simplifie. Alors, en fait, quand delta est très petit devant R, j'ai marqué la comme bêtise. Ben, ce que vous trouvez à ce moment-là, c'est que vous trouvez que la résistance, c'est ρ fois 2pi, facteur de, alors si vous appelez ça le rayon, de pi fois R plus delta au carré, moins R au carré, d'accord? Et vous trouvez essentiellement, en gardant que les termes du premier ordre, vous trouvez 2 pi ρ. Il vous reste un terme qui va être essentiellement R fois delta. Si je ne me suis pas trompé. Il doit y avoir un facteur 2. Ouais. Ça Oui, le facteur 2. Ouais. Un 4 2. Bon. Et si on met tout ça ensemble, ce qui est important, c'est qu'on va trouver la chose suivante, c'est qu'on va trouver que l'atténuation s'écrit de la façon suivante. Ça vaut exponentielle de moins R sur Z0, pardon. Donc le R, c'est moi je l'appelais petit R, enfin R c'est le grand R, si vous voulez. Et puis vous avez la racine de oméga sur oméga 0. Et oméga 0, c'est le cutoff pour petit r égale grand R. D'accord? C'est un exponentiel de quoi? R moins R sur, je vais vous le réécrire proprement. Je vais vous le faire tout beau, vous allez voir. Et oméga 0, c'est seulement le cutoff que vous trouvez quand R tend vers grand R. Vous ne pouvez pas aller plus loin que l'épaisseur de courbe va aller plus loin que 0. Tout bêtement ça. Donc là, vous êtes à peu près sauvé parce que vous trouvez bien, ce coup-ci, l'atténuation qui est en exponentielle de oméga. Et là, ça vous plaît bien parce que vous retrouvez exactement ce qui vous intéresse, c'est-à-dire ce qui vous manquait tout à l'heure, c'est l'atténuation que je fixe. Vous avez bien l'atténuation qui dépend de la fréquence et qui dépend exponentiellement de la fréquence. Donc le jeu, il est tout court, une atténuation, c'est forcément RC, donc si vous voulez que ça dépende de la fréquence, soit vous avez un C qui dépend de la fréquence, qui n'est pas évident, soit vous mettez un R qui dépend de la fréquence, et là-dessus, vous pouvez jouer sur l'effet de courbe. Il y a quand même deux choses sur lesquelles on n'a pas joué, c'est qu'il reste deux modes sur lesquels on ne s'est pas du tout attaqué. Bon, ça, on n'en a pas parlé parce que je ne sais pas comment on peut faire. Donc ça, je pense que c'est... Donc il reste les modes T
les modes, alors, comment ils appellent les modes transverse électrique et transverse magnétique. Donc ça, je n'y connais pas grand-chose. Mais essentiellement, quand vous avez un coax, c'est les modes qui sont comme ça, et puis etc. C'est les modes qui sont dans la section transverse du câble. Et par exemple, pour empêcher la propagation des modes à 300K, il faut des coax dont le rayon est inférieur à 6 micromètres. Donc essentiellement, ça c'est, j'y connais pas grand-chose, enfin c'est les modes, vous voyez, qui se propagent dans ce sens-là du fil, quoi. Le premier mode il est comme ça, le deuxième mode il est comme ça, etc. C'est les modes transverses électriques. Alors là, je sais pas du tout, j'y connais pas grand-chose et je vois pas trop comment les atténuer, sinon en faisant le fil plus petit que le premier mode, quoi. C'est tout bêtement ça qu'on peut faire. Voilà. Alors maintenant, ce que j'ai envie de vous faire, c'est juste vous montrer ce qu'on avait fait. Ça prend 2 pages et puis c'est juste des slides que je voulais vous montrer. Vous montrer les 3 techniques qu'on avait fait pour réaliser ça. Normalement, ça devrait marcher. Alors déjà, c'est pas là. Ça doit être là. Alors ça, c'est le premier truc qu'on avait fait. Oui, ça date pas d'hier. Donc ça, c'est le premier truc qu'on avait fait. Donc, en fait, c'est un papier qu'on avait fait à l'époque. On était où là? Ce truc. À l'époque, c'était un projet, c'est déjà un projet européen à l'époque, de ces conneries-là. On avait l'idée de regarder ce qui se passait les différentes façons de filtrer. Donc, on avait fait 3 choses différentes avec les controniciens, nous, et puis les Allemands. Et donc, on avait regardé un système pour refroidir les électrons dans les les transistors à électrons, dans l'ASGA. Donc ça, c'est ce qui est vraiment plus sensible, en gros, comme truc. Et donc, ce qu'on avait fait, c'était... attendez, je vous trouve le bon truc, c'était ça. Alors, c'était en gros très chiant, parce que ça consistait à prendre un tube de manganèse, de le mettre dans un fil de manganèse, de le mettre dans une gaine de stainless, de machin, quoi, et puis d'écraser les deux, parce qu'au départ, on n'avait pas la bonne capa, et donc en écrasant les deux dans un étau, on arrivait à avoir la bonne capa. Et donc, en fait, ces filtres, ils avaient l'avantage d'être adaptés 50 ohms. Et si vous regardez, vous aviez une atténuation qui n'était quand même pas dégueu. Ça, c'est pris pour 50 cm de fil. Hein. Et vous arriviez finalement à 20 gigas, parce qu'en fait, on s'arrête à 20 gigas parce que la plupart des appareils commerciaux, ils vont pas au-dessus de 20 gigas. Vous arriviez à une atténuation de 100 dB, plus de 100 dB sur 20 gigas. Et alors, si vous mesurez sur des échantillons, donc ça avait été mesuré sur sur une boîte quantique. Et non, c'est en noir et blanc, parce que à l'époque, on faisait du noir et blanc. Voilà, si vous mesurez sur une boîte quantique, donc ce qu'il faut regarder, c'est essentiellement, vous regardez le pic de gauche, le premier pic. Donc il faut voir que c'est ce qu'on appelle du Fabry-Pérot. Donc bon, ce qu'il faut regarder, c'est comment évolue la largeur du pic. Et ce que vous voyez, c'est que sur cette boîte, on passe de 460 à 31 mK et que le pic continue de pousser et de se devenir de plus en plus étroit. Et ça, c'est la signature que les électrons continuent à refroidir. Et dans une boîte quantique en ASGA, c'était très remarquable parce que jusqu'à ces manips, tout le monde avait vu des échantillons qui saturaient vers 100 mK ou quelque chose comme ça. Et là, ils sont vraiment froids jusqu'à 30 mK. Et c'est, je dirais, la manip la plus
la plus sévère, le test le plus sévère pour regarder le refroidissement des électrons dans ce genre de boîte quantique-là. Ça, c'est la première chose qu'on avait fait. Alors, il y a une autre chose qu'on peut faire et qui est à ce moment-là qui est plus, je dirais, qui est plus facile à mettre en œuvre. C'était ça. Je crois que c'était celui-là. Voilà. Alors ça, c'était un truc qui avait été mesuré par Sacha Zorin à l'époque, donc au PTB, donc pour faire de la métrologie. Et donc lui, il a pris un thermocoax, donc c'est un truc qui en fait est fait pour chauffer normalement, parce que en fait quand ils chauffent, ils ont le problème inverse, hein, c'est-à-dire que eux, quand ils chauffent, quand ça commence à cracher des radiofréquences, ça empêche de chauffer, puisque lui, il veut au contraire que toutes les radiations restent dans le fil pour chauffer. Donc en fait, ils ont le problème exactement inverse, et donc il lui dit de tester ce machin. Et alors, quand on le teste, c'est pas si mal que ça, puisque vous voyez que les atténuations qu'ils ont mesurées, eux, c'est des trucs, voilà, sur les deux qu'ils avaient, voilà, c'est des trucs qui sont quand même pas dégueux. Hein. Alors, il y a deux modèles de thermocoax, hein, donc vous avez le grand et le petit. Bon, et vous voyez qu'ils mesurent des atténuations aussi qui sont de l'ordre de. Alors, si vous prenez pareil, la courbe à 120 dB, ils sont par là, quoi. Et pareil, alors ça c'est pour 1 mètre. C'est qu'ils ont ils ont 200 dB pour 1 mètre de fil. Alors, ça a deux gros défauts, ce truc-là, par contre. C'est que. D'abord, c'est dur à manipuler parce que l'oxyde, c'est de l'oxyde de manganèse, c'est une poudre, ça prend l'eau très facilement. Le deuxième gros défaut, c'est que c'est des câbles qui sont extrêmement capacitifs. Alors, ils sont peu résistifs, mais ils sont capacitifs. Bon, ça, dans la vie, on a toujours l'un ou l'autre, on n'a pas le choix. Donc, ceux-là, ils sont capacitifs. D'accord, ils sont peu résistifs, ils ont 50 ohms par mètre de résistance, mais ils sont assez capacitifs. Donc, c'est pour ça que c'est pas forcément. Par contre, il y a un avantage, c'est qu'ils sont pas chers et ils ont tout fait, quoi. Je veux dire, on les a au mètre. Il n'y a pas de problème. Pour en acheter 1 kilomètre si on a besoin, c'est pas cher. Et puis le troisième truc qu'on avait fait, donc ça c'est un truc qu'on avait fait avec Chris quand on avait, c'était penché un peu sur ces problèmes. Alors par contre, je n'ai pas, il faudrait que je retourne le voir pour avoir l'idée du vieillissement de ces machins, parce que je ne sais pas du tout ce que c'est devenu depuis que j'ai arrêté de travailler avec ces gens-là. Oh. Qu'est-ce qui m'a fait ce truc-là encore? Hop. Voilà. Donc ça, c'est un truc qu'on avait fait en 2011, donc c'est pas hier non plus. Voilà, donc on a voulu faire un truc un peu original. Donc qui était un peu plus inspiré de ce qu'on avait fait à Saclay là il y a longtemps, en étudiant un truc qui s'appelait merde, je sais pas comment ça s'appelle, l'écosorbe. Alors c'est un truc bizarre, l'écosorbe, c'est une sorte de goudron, de machin, de truc, je sais pas. Personne ne sait trop ce qu'il y a dedans. Bon, c'est un truc qui traîne dans les labos. Bon, pourquoi pas. Et on a eu l'idée d'en faire des filtres, et ça marchait pas si mal non plus, parce que là par contre on avait tracé toutes les courses, qui était pas mal, puisqu'on avait fait un truc, on avait fait un montage qui était, enfin, on avait fait une manip, on avait tout mesuré, ça je trouve que c'était pas mal, parce que les gens le font pas souvent. Donc là, vous voyez la courbe ici avec juste avec des microcoax. Les microcoax, j'en ai pas parlé parce que c'est un truc qui est très très bien. Ça a l'avantage d'être à faible impédance, mais ça filtre pas terrible. Puis ça hors de prix, c'est un désavantage. Ça filtre un peu, vous voyez, cette courbe-là, mais pas énormément. Par contre, c'est très bien, c'est une basse impédance, ça filtre très bien, ça blinde très bien. Ici, vous avez la courbe en thermocoax, donc c'est la courbe verte en continu. Et en fait, ici, vous avez ce qu'on avait fait nous, c'est-à-dire en associant les thermocoax et les microcoax ici. D'accord. Et vous voyez qu'ici, on a un filtrage, c'est quand même. Alors là, dans le noir, là, c'est qu'on arrive à la limite de nos appareils. Ils ne mesurent plus rien du tout. Et vous arrivez là, on est donc à 10 mégas. Donc ici, on a 100 mégas. Et en fait, dès qu'on arrive ici en gigahertz, on est déjà dans le plancher de bruit. D'accord. On a moins 100 dB. Donc ça marchait ça marchait tout à fait bien. Et c'était une technique, je trouve, qui était assez intéressante. Alors, là, maintenant, il faudrait lire ce que Benjamin nous a ramené pour des nouvelles infos.
Je dirais que, à mon sens, il faut distinguer deux problèmes, c'est-à-dire des problèmes à basse température, des problèmes à haute température. Alors pourquoi? Parce qu'à haute température, on a un autre problème dont il faut tenir compte, c'est que c'est des parties qui vont être chaudes, donc qui vont générer du bruit Johnson sur les amplis, directement sur les amplis. Parce que si on a des parties chaudes, si on prend un thermocoax qui va être résistif, un fil qui va être résistif, ben on va avoir 4 kTr de bruit directement sur les amplis, puisque un 50 ohms à l'ambiance, c'est un nanovolt de bruit. C'est-à-dire que sur les parties chaudes qui vont sur l'échantillon, on a intérêt à choisir des coax ou des fils qui sont spécialement peu résistifs. Par contre, quand on est à basse température, c'est pas très grave de mettre des résistances parce qu'à 1 K ou à 100 mK, de toute façon, même si on a de la résistance, c'est pas très grave. D'accord. La deuxième chose, c'est qu'il faut essayer de rester coaxial le plus possible du haut jusqu'en bas. Parce que si on met des trucs pour filtrer, puis qu'à chaque fois on fait une belle antenne pour récupérer tout ce qui traîne, c'est pas forcément intéressant. D'accord? Parce que si nous on filtre, qu'à côté il y a un filtre non filtré qui ramène 300K dans tous les sens, c'est pas très intéressant non plus. La troisième chose, et ça c'est très difficile à faire, c'est qu'en fait il faut quand même essayer de filtrer toutes les lignes. Parce que même si on ne peut pas toujours, ça sert à rien de filtrer 2 lignes qui vont sur l'échantillon s'il y en a 4 trous à côté qui irradient. Et ça marche très bien parce qu'il suffit, si vous avez une manip, s'il y a un truc qui n'est pas filtré, vous mettez un générateur de RF dessus, vous crachez, ça crache tout. Hein. Il suffit qu'il y en ait un qui n'est pas filtré, même s'il n'est pas relié à l'échantillon, vous mettez dessus votre générateur RF et vous voyez très bien, même vous mettez votre téléphone, ça suffit pour foutre la merde. Et puis je dirais que la troisième chose qui est quand même importante, c'est sûrement de mixer les deux choses, parce que des filtres comme ça, par contre, ce que vous voyez quand même, c'est qu'à basse fréquence, ça ne sert à rien, vous n'avez aucune utilité. Jusqu'à, je dirais, jusqu'à 10 MHz, ça a que dalle comme utilité. Donc il faut sûrement avoir des systèmes où on couple des filtres amplis, donc des filtres commerciaux jusqu'au mégahertz, en essayant d'en prendre des bons. Et puis, à un moment, repasser, je dirais, repasser quand c'est bien, c'est-à-dire quand on est à basse température, repasser sur des filtres continus pour avoir une filtration dans les radiofréquences. C'est sûrement comme ça qu'on a la meilleure approche. Après, je ne sais pas, je n'ai pas lu encore ce que Benjamin nous a donné. Et puis après, pour le caractériser, c'est vrai qu'il y a quelques manips qui permettent de le caractériser. Donc des mesures mésoscopiques qui permettent de le caractériser. Alors, par contre, il y a un gros désavantage, c'est qu'un câblage comme ça, c'est quand même un boulot assez long. Quoi. Donc, c'est un truc qu'on ne fait pas tous les jours dans une dilution. Quoi. Donc, voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Voilà. Ah, on a perdu des gens. Vous avez des questions en ligne? Non, tout le monde est muet. Attends, parce que je ne vais pas mis le son. Regarde dans le chat s'il y en a pas qui écrivent. Dans le chat, attends, ouais. Non. Tout le monde dort. Bon, ben, je vais vous les remercier encore. Et qui le pangolin qui tousse? Il tousse plus, il dort. Ok. Bon, allez, maintenant on attend Julia. Une de nos collègues de master qui passe sa soutenance. De master. De master. D'accord. Ah. En retard. Par Zoom. Ah, Elle avait pondu un enfant. C'est Du si coup, joli. Du coup, ça a été repoussé. Non. Elle le fait par Zoom, là, ou elle... Ah, bien sûr. Ah, oui, merci. J'ai juste une question rapide sur le cut-off, sur l'expression de l'atténuation, parce que tu as utilisé plusieurs grands R, un pour la taille de notre cylindre et un pour la résistance. Là, on a écrit
l'exponentielle de moins r sur z0, facteur de racine carrée de petit oméga sur petit oméga 0. Comment ça fait un... Pourquoi est-ce qu'on dit oméga 0 c'est un cutoff? Parce que là, si on a oméga qui devient petit devant oméga 0, ça devient juste une atténuation de 1. Non? Non, parce que ton delta peut pas être plus grand que R, quoi. Et quand ton truc, si tu veux, il devient l'épaisseur de peau, ton delta il grandit, ça fait que ton conducteur, ton épaisseur de conduction est de plus en plus petite. Mais elle ne peut pas devenir, enfin, une fois qu'elle est nulle, elle ne peut pas continuer à grandir, si tu veux. Donc ton delta, il ne peut pas être... Il peut être grand R au maximum et 0 au minimum. Oui, mais le cutoff, il est sur les grands R, il n'est pas sur les petits. Il n'y a pas de problème sur les petits. Le cutoff, il est sur les grands. Le cutoff, il est sur les zéros, il n'y a pas de souci. Ah, tu dis que ça fait 0, ça fait 0. Non, c'est juste que si on considère qu'oméga 0 c'est un cutoff, c'est-à-dire ce qui nous intéresse, c'est de dire quand petit oméga est faible devant oméga 0, ça revient à faire exponentielle le 0. Donc, non, et moi, je pense que le cutoff que je vois, c'est simplement de dire que ta formule, elle n'est pas valable quand oméga devient petit devant oméga 0. Ouais. Et je pense que c'est ça. Et je pense que la formule devant, enfin, oméga 0, ça correspond à un delta, si tu veux. Parce qu'en fait, delta dépend de oméga, tu es d'accord? Donc oméga 0, ça serait la formule du delta, mais avec... Je pense que ton épaisseur... enfin, il faut replonger dans la formule d'épaisseur de peau. Mais je pense que tu veux, ton épaisseur de peau, elle est valable, tu as une contrainte sur oméga, c'est sur delta. Je pense qu'il y a une contrainte sur la longueur d'onde sur la formule d'épaisseur de peau. Et je pense que c'est ça qui te donne le cutoff, en fait. Je ne sais pas, honnêtement, il faudrait reprendre la formule d'épaisseur de peau, mais je pense que si tu veux, tu as une contrainte sur la longueur d'onde qui doit te donner une contrainte sur oméga 0. Ça, il faut regarder la formule exacte. Parce que tu vois, je pense que c'est lié à la longueur d'onde de l'onde dans le conducteur. Et donc, je pense que tu dois avoir un cutoff lié au fait que tu peux mettre ton longueur d'onde dans le conducteur ou un truc comme ça. Tu vois. Je pense. Mais c'est une bonne question. Je dis comme ça, je n'ai pas la réponse. L'atténuation de 1, c'est quand tu es en courant d'essai. Enfin, c'est l'atténuation. Là, dans notre cas, il suffirait que tu aies une longueur d'onde qui soit de l'ordre de grand R et puis tu n'as pas d'épaisseur de peau. Parce que tu pénètres tout le... Non, mais tu n'as pas d'épaisseur de peau, attends. Si on a lambda qui est de l'ordre de grand R, vu que delta évolue comme lambda, toute l'épaisseur de la section. Il faudrait que je ressente une cours d'agrégation. C'est une bonne question. Tu nous enverras la réponse. Peut-être. Si je me rappelle quelque chose. Je compte sur toi pour avoir la réponse. Elle passe maintenant, là? Ah ouais. Maintenant. Elle passe en Zoom? Non, elle passe en Zoom, elle vient ici. Merci beaucoup. Non, c'est moi. Merci d'être venu. Merci, à bientôt. Vous êtes déjà là, puisque je suis con, c'est le mois d'octobre. Vous êtes déjà arrivé, c'est le mois d'octobre. Oui, là, aujourd'hui, on arrive. Ouais. C'est bien, vous êtes arrivé, vous subissez déjà. Vous me subissez déjà. Alors, t'es parti en Mongolie ou pas? Non, mais je suis partie, j'ai quand même bien vadrouillé, donc ça va, mais l'Asie, non, c'était mort. Toujours pas. Un jour, hein. Ça veut pas, quand ça veut pas, ça veut pas. Ouais. Mais moi, j'y crois. J'irai un jour.